Au sommaire de cette édition, au Togo, la société civile a marché sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour exiger l'ouverture des médias fermés. Au Ghana, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est entretenu avec le président Nana Akufo-Addo au cours de sa visite dans le pays. En Libye, 6 ans après le printemps arabe, le pays peine à se remettre sur tous les plans. Des observateurs parlent d'un État dans l'impasse totale. Insécurité record, économie en lambeaux et rivalité politique, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition 6 ans après le début de la révolte ayant mis fin à la dictature de Muammar Kadhafi. On s'est débarrassé d'un dictateur pour en voir apparaître 10 000 à sa place. Se révolte une habitante de Tripoli en faisant allusion aux seigneurs de guerre et à leurs milices qui font la loi dans le pays depuis 2011. Comme cette mère de famille quadragénaire, la plupart des Libyens semblent peu enthousiastes pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont pourtant prévu un programme d'activités sportives et culturelles sur la place des martyrs à Tripoli. Dans la capitale comme ailleurs, la vie quotidienne est devenue une épreuve avec les pénuries d'électricité, de carburant et d'eau, la crise des liquidités et la dévaluation sans précédent de la monnaie nationale, mais aussi les violences. Les autorités se montrent incapables d'assurer les services de base car elles sont paralysées depuis 6 ans par les luttes d'influence sans merci entre tribus, courants politiques ou idéologiques. En l'absence de forces de sécurité régulières, ce riche pays pétrolier aux frontières poreuses est devenu un carrefour de contrebande d'armes et surtout de trafic lucratif de migrants d'Afrique subsaharienne qui tentent la périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Pour asseoir le pouvoir du gouvernement d'union, des discussions sont aussi en cours pour revoir l'accord, en particulier concernant le rôle futur du maréchal Haftar selon le médiateur de l'ONU Martin Kobler. Dans ce cadre, le gouvernement Sarraj et Haftar devaient se rencontrer au Caire cette semaine. Mais des experts se disent déjà sceptiques par rapport à l'issue de cette rencontre. Forte mobilisation des organisations de la société civile, des acteurs politiques, des conducteurs des taxis-motos et des professionnels des médias dans les rues de Lomé ce 14 février pour exiger la réouverture des chaînes de télévision LCF et de la radio City FM fermées le 6 février dernier par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le sens de cette marche, c'est de dire non à toute décision arbitraire, injuste, contre l'opinion, contre les médias, contre les citoyens. Et il est temps à ce que nos autorités nous respectent dans ce pays. Cette première marche pacifique depuis la fermeture de ces chaînes du groupe Sud Média n'a pas pu franchir le portail de la HAC. À Gbalfo, on n'est pas plus animé. On nous dit que c'est une pleine agglomération que nous ne pouvons pas faire la marche pour chuter devant la HAC. Nous avons quitté Forever, nous sommes arrêtés à Kilkamé. Pour certains Togolais, ces marches et toute autre manœuvre pour exiger la réouverture de ces chaînes n'apporteraient pas les fruits escomptés. Une fois ils l'ont fermé pour toujours. On se rappelle de Légende FM, on se rappelle de Solaire. C'était juste une manifestation anodine et puis subitement, c'est parti et ça fait 10 ans qu'on est dans cette situation. La chaîne de télévision LCF et la radio City FM émettent au Togo depuis 10 ans. Il est reproché au groupe Sud Média, le promoteur de la télévision LCF et de la radio City FM, de n'avoir pas disposé de dossier d'accord d'attribution et d'exploitation des fréquences au Togo. En visite officielle en Afrique, le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson s'est entretenu ce mercredi à Accra avec le président Nana Akufo-Addo. Ancien journaliste, Boris Johnson a affirmé vouloir faciliter la coopération économique avec le Ghana. Nous quittons peut-être l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe.
Nous allons continuer à participer au commerce avec nos principaux partenaires dans l'Union européenne. Et bien sûr, nous allons continuer à travailler avec eux sur une base intergouvernementale sur beaucoup de choses qui concernent aussi bien le Royaume-Uni que le Ghana, qu'il s'agisse du contre-terrorisme ou de notre sécurité collective. Nous allons continuer à être une voix puissante pour le Ghana en Europe. Il y a des choses extraordinaires, des produits que j'ai vus ici au Ghana, en particulier un vélo en bambou que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Pourquoi ne pourrait-il pas s'importer dans les rues de Londres avec zéro taxe, zéro quota? Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait des barrières à ces vélos en bambou. Vous voyez des barrières? Donc, il y a des opportunités pour développer nos économies ensemble. La nomination en juillet 2016 de l'ex-maire de Londres au poste de ministre des Affaires étrangères avait fait lever quelques sourcils en Afrique. En effet, Boris Johnson s'était signalé par des propos très peu diplomatiques sur les Africains lorsqu'il était encore journaliste. Lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire y est fortement engagée. 2000 arbres plantés en 2016, 1000 fois plus d'ici à 2030. Cocody, le quartier chic d'Abidjan, veut devenir un rempart contre le phénomène et lutter contre la déforestation. Et pour y arriver, un vaste projet vert est mis en œuvre. La population dégrade les espaces verts. Je demande pardon à monsieur le maire qui s'arrange pour arranger tout ça. Parce que vraiment, l'environnement, pour le moment, là, la population ne prend pas en compte. Il faut, d'ici 2030, planter au moins 2 millions d'arbres à Cocody. Il faut verdir Cocody, 2 millions d'arbres, pour séquestrer le CO2, le carbone. Les espaces verts, les arbres, les jardins, c'est beau à voir, ça protège l'environnement et ça protège, ça donne aussi la santé aux habitants. En Côte d'Ivoire, la forêt se réduit à peau de chagrin. Mais sa surface a été divisée par 8 en un demi-siècle, passant de 16 500 000 hectares au moment de l'indépendance en 1960 à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Or, la disparition des forêts entraîne des dérèglements climatiques en provoquant une baisse des précipitations. Au programme également, la plantation prochaine de palétuviers sur 30 km de berges afin de reconstituer une végétation de mangrove en voie de disparition. Cocody compte aussi se débarrasser de 5000 taxis, des vieux tacos qui occasionnent une forte pollution. Pour exprimer leur soutien à la plus vaste enquête de corruption de l'histoire du Brésil, des manifestants sont descendus sur l'avenue Paulista à Sao Paulo ce mercredi en pleine heure de pointe. Quand ce gouvernement a pris le pouvoir, il a reçu le vote de confiance de ceux qui se sont battus si fort pour la destitution de Dilma Rousseff et pour changer le pays. Maintenant, il commence à reproduire les comportements du gouvernement précédent. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Nous sommes ici parce que la politique brésilienne est brisée. Nous voulons du changement. Ce dont nous avons besoin, c'est de changer nos politiques pour un Brésil plus juste. Les manifestants dénoncent également l'attitude du gouvernement qui, disent-ils, semble vouloir étouffer l'affaire. Élection générale en Équateur dimanche. Les candidats à l'élection présidentielle, Lénine Moreno et Guillermo Lasso, ont dit au revoir à leurs supporters. L'un appelle à continuer avec le processus socialiste lancé par Rafael Correa et l'autre invite à voter contre la corruption. Nous sommes pour cette révolution parce que nous sommes conscients de tous les progrès. Parce que cette révolution est déjà devenue une légende. Le 19 février, du fond du cœur, un stylo en main, démocratiquement, nous crierons haut et fort « Dehors Correa ! Dehors Correa !»
Dehors, dehors, dehors. Les candidats ont tenu leur dernier meeting de campagne jeudi dans la capitale économique du pays. Lénine Moreno est en tête des sondages selon l'Institut Cedatos, suivi de Guillermo Lasso. Quelques 12 800 000 d'électeurs équatoriens sont appelés à choisir entre les 8 candidats à la succession de Rafael Correa, qui ne se représente pas après 10 années au pouvoir. Ils vont aussi élire leur vice-président, 137 députés et 5 représentants au Parlement andin. Deux jours après des sanctions américaines contre son vice-président, le chef de l'État vénézuélien a prévenu ce mercredi son homologue américain Donald Trump qu'il répondrait avec fermeté à toute agression contre son gouvernement. Nicolas Maduro a aussitôt ajouté qu'il ne voulait pas de problème avec Donald Trump. Nous ne voulons pas de problème avec Donald Trump. Il doit le savoir. Le président Donald Trump, que le Venezuela révolutionnaire bolivarien, les enfants de Bolivar et de Chavez, et que moi, en tant que président de la République, je ne veux pas de problème avec son gouvernement. Après avoir arrêté la diffusion de la chaîne CNN en espagnol ce mercredi, le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé dans un discours enflammé à la télévision que la chaîne est un instrument de guerre. Le président Donald Trump, CNN et le département d'État nous imposent une politique erronée contre le Venezuela. Ils promeuvent une intervention générale, massive et une agression contre le Venezuela qu'il a promu. CNN, qui est un instrument de guerre. CNN, que es un instrumento de guerra. Les relations entre Washington et Caracas sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir en 1999 d'Hugo Chavez, célèbre pour ses diatribes anti-américaines. Les tensions se sont poursuivies avec l'élection en 2013 de son successeur Nicolas Maduro, tout aussi virulent contre l'Empire. Lutte contre le paludisme en Afrique. 2 nouvelles études cliniques confirment la possible efficacité d'un vaccin expérimental, lequel vaccin a été élaboré à partir de la forme active du parasite responsable de la maladie. Une étude a été menée au Mali sur 88 adultes et une autre en Allemagne sur 35. Selon le laboratoire américain Sanaria, qui développe le vaccin baptisé PFS-PZ, les résultats sont très encourageants avec un niveau de protection significatif. Réalisée dans une zone rurale du Mali, l'étude publiée jeudi dans The Lancet a consisté à injecter directement dans le sang des volontaires en bonne santé le Plasmodium falciparum dans une phase précoce de son développement et atténué par irradiation. 6 mois plus tard, 93% du groupe ont été affectés au moins une fois par le parasite, mais cette portion est tombée à 66% chez les personnes vaccinées. D'autres études sont en cours dans plusieurs pays afin de déterminer la dose et le mode d'administration les plus efficaces. Le paludisme transmis par des moustiques touche 200 millions de personnes et se trouve à la base de plus de 400 000 décès chaque année, surtout en Afrique subsaharienne, selon l'Organisation mondiale de la santé.